Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode de Facebook Live Télérama ID, dont l'objectif, comme vous le savez, est d'essayer de mettre un peu de réflexion sur la complexité de ce monde qui nous échappe parfois. Vous savez que vous pouvez, comme d'habitude, nous envoyer vos questions, que je me ferai un plaisir de poser à notre invité de ce soir. Un invité dont le nom et le visage ne vous est évidemment pas inconnu, puisqu'il s'agit d'Emmanuel Todd. Emmanuel Todd, bonsoir. Bonsoir. Faut-il encore vous présenter ? Je crois que oui. Je crois que oui, tant la figure du polémiste a parfois fait de l'ombre dans les médias à l'historien et anthropologue que vous êtes d'abord, auteur de nombreux ouvrages, en particulier sur la dynamique des systèmes familiaux et leur imbrication à ces systèmes dans les idéologies, les ruptures politiques, les comportements et autres. Dans vos travaux, Emmanuel Todd, une place est faite à l'intuition et votre dernier livre, Où en sommes-nous ? Une esquisse de l'histoire humaine, ne fait certainement pas exception. Cette brève histoire de l'humanité plonge une fois de plus dans les profondeurs les moins conscientes de la vie sociale pour dégager une explication, une tentative d'explication, non pas unidimensionnelle mais quand même bien précise, de ce qui nous apparaît aujourd'hui comme le grand désordre du monde. Un monde de plus en plus complexe, je le disais, vers lequel nous nous précipitons. Citons Trump, le Brexit, la montée des nationalismes, l'Europe émiettée, j'en passe, et des meilleurs. Alors peut-être tout de même, avant de plonger la tête, la première, dans ce pataquès, devrions-nous rappeler les principes, les principia, si je puis dire, de la méthode Todd, son jeu de mots. Si nous ne comprenons pas ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est parce que l'économie, en tant qu'idéologie dominante, fait obstacle à la description complète de ce monde. Il faut, dites-vous, aller plus en profondeur, où se trouve l'inconscient des sociétés, la famille et la religion pour commencer, et leur interaction complète qui conditionne les valeurs politiques. Et c'est bien ce que vous faites. Pour comprendre aujourd'hui, il faut remonter loin, très loin, et agréger patiemment des observations anthropologiques sur la famille, l'alphabétisation, la sécularisation, pour comprendre les crises que je viens d'évoquer, dans lesquelles nous nous débattons aujourd'hui. Donc soyons patients, commençons par le commencement, c'est à la fin de l'envoi que tout s'éclaire, partons des familles. Quelques exemples de familles où et comment ces structures familiales peuvent influencer les idéologies plus tard. Peut-être quelques exemples. Moi, je suis parti dans mes recherches, en fait, là où j'ai le sentiment de comprendre quelque chose, c'est quand j'ai vu que le communisme achevait en Russie, en Chine, en Serbie, ou en Toscane, là où il y avait un fort vote communiste, ou même sur la bordure nord-ouest du Massif central, ou au Vietnam, ça correspondait toujours, ça avait marché, ça avait pris, dans des régions où il y avait un système familial particulier, je l'appelais famille communautaire pour ne pas me compliquer la vie, qui associait en milieu paysan le père, ses fils mariés, et qui était organisé autour de valeurs d'autorité très très fortes, et d'égalité, puisqu'à la mort du père, l'héritage était divisé de façon égalitaire entre les fils. Et donc là-dedans, on trouverait effectivement les valeurs du communisme, autoritarisme, égalitarisme. Ce n'était pas du tout un modèle statique, puisque le communisme n'apparaissait que quand cette famille se désintégrait. Et puis, le modèle, je l'ai généralisé. La France, la famille n'était pas comme ça dans la France du Nord. La France, c'était un système familial dit nucléaire. Ce qu'il faut imaginer, c'est simplement le couple et ses enfants. Donc libéral, en fait, puisque là, les enfants, pour se marier, devaient partir. Mais très égalitaire aussi, puisque les règles d'héritage des paysans du bassin parisien, bien avant la Révolution française, étaient frénétiquement égalitaires. Et là, en fait, dans le fond paysan français, du bassin parisien, dans la famille, on retrouve au fond les valeurs de la Révolution. Liberté, liberté des enfants, liberté des citoyens. Et puis égalité, égalité des enfants, garçons et filles, et donc égalité des citoyens. Alors, si on passe en Angleterre, là on va trouver un système familial nucléaire comme le français, mais sans valeur d'égalité. Et donc on comprendra pourquoi les Anglais sont très attachés à la liberté et moins chauds pour l'égalité, d'où leur attitude au départ positive face à la Révolution française, ensuite moins chaud quand ils ont vu le dérapage égalitaire. Et puis, il y a ces systèmes qui sont très importants, très spécifiques, qui ont longtemps fasciné des gens comme Le Play par leur caractère asymétrique. C'est
ce qu'on appelle la famille souche, c'est-à-dire ce qu'on trouve en Allemagne, au Japon ou en Catalogne, pour être dans l'actualité. C'est-à-dire, on est dans la paysannerie ancienne là, c'est-à-dire des systèmes dans lesquels, à chaque génération, un héritier, un successeur est désigné, en général l'aîné des garçons, et dans ces systèmes-là, eh bien, les valeurs fondamentales sont des valeurs d'autorité, comme dans les systèmes communautaires qui donnent le communisme, mais aussi il y a une très forte valeur d'inégalité, d'asymétrie, parce que les frères ne sont pas égaux. Donc c'est des systèmes qui disent à l'inconscient, au subconscient, les frères ne sont pas égaux, les hommes ne sont pas égaux, les peuples sont inégaux. Et donc si vous avez un gros peuple de familles souches, dans une phase de crise religieuse et économique comme l'Allemagne, vous aurez un gros peuple de familles souches qui dit qu'il est supérieur, ou les Japonais. Et puis si vous avez un petit peuple de familles souches, comme les Catalans, vous aurez un peuple qui dit qu'il est différent et qu'être indépendant serait pas si mal. Donc vous voyez, on peut très vite embrayer sur une actualité immédiate en fait. Et c'est ce qu'on verra un peu plus tard dans cet entretien. Mais alors, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a plusieurs types familiaux et qu'on part, dites-vous, plutôt d'une famille simple vers une famille de plus en plus complexe. Et qu'éventuellement, ça est demi-tour à un moment donné. Ce qui est important, c'est que ça évolue, d'une part, mais que l'Homo sapiens, d'une certaine manière, puisque c'est quand même une brève histoire de l'humanité, avait un système finalement nucléaire relativement simple. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est une loi, cette association de la famille idéologie, c'est quelque chose que j'avais vu vers le début des années 80. Et puis ensuite, aidé par mon collègue et ami Laurent Sagard, qui est linguiste, j'ai fini par comprendre que l'origine de cette diversité des types familiaux eux-mêmes. Je me suis rendu compte, je vais passer sur la méthode cartographique, tout est expliqué dans le livre, et dans l'origine des systèmes familiaux, qui est un livre de 750 pages, mais en fait, j'ai fini par me rendre compte que le modèle qu'on a dans la tête d'habitude, ou que la philosophie politique dans la tête, c'est on part d'un monde complexe, familial, dans lequel l'individu, les couples sont englobés, les hommes sont hyper puissants, etc. Et puis on marche vers la modernité, et puis ça se simplifie, et puis on a la famille conjugale qui émerge, et puis ensuite maintenant l'individu pur. Et la reconstitution que j'ai faite de l'histoire des systèmes familiaux est absolument à l'opposé. C'est-à-dire que le chasseur-cueilleur, Homo sapiens, il y avait des gens qui avaient senti ça quand même, avait un système familial nucléaire, c'est-à-dire papa, maman, les enfants, dans un groupe mobile de frères et de sœurs associés de façon très très flexible. Et puis avec l'histoire, avec l'invention de l'agriculture au Proche-Orient ou en Chine, avec l'émergence de la ville, avec l'émergence de l'État, avec l'émergence de l'écriture, on voit apparaître en parallèle des systèmes familiaux de plus en plus complexes et lourds. Et donc le premier, c'est la famille souche. Donc là, je parlais de la famille souche comme catalane, allemande ou japonaise. Mais si vous vous mettez au 3e millénaire avant l'ère commune, on n'est pas forcé, mais on peut, par l'esprit, à Sumer, dans la région qui a inventé l'écriture quand même, vous allez trouver une première émergence de la famille souche. Si vous allez en Chine au tournant des 2e et 1er millénaires, vous allez trouver l'émergence de la famille souche. Donc là, alors la famille souche, c'est efficace tant qu'elle n'est pas trop rigide, c'est un bon instrument de progrès. Et après ça, il y a une 3e étape, qui est la famille communautaire, celle qui va finir par produire le communisme, dans lequel, là, tous les frères sont égaux et l'individu devient vraiment enfermé dans un bloc communautaire, le statut des femmes est abaissé, plus le temps passe, il est abaissé, et il y a une sorte de mécanisme auto-bloquant. C'est-à-dire que un système familial qui produit des hommes enfants, finalement, pris dans un magma familial, des femmes-enfants pas tellement capables d'éduquer leurs propres gosses de façon efficace, va finir par se paralyser. Mais avec ce modèle très simple, c'est très paradoxal de dire que la famille va du simple vers le complexe. Mais un modèle aussi simple que ça permet de comprendre ce qu'on a dans nos manuels d'histoire du secondaire, à savoir que la civilisation émerge en Mésopotamie, ils inventent tout, et puis ça se bloque. Et puis il y a un mouvement centrifuge du dynamisme qui finit par aboutir aux États-Unis
c'est-à-dire dans les régions qui ont échappé à la mutation souche, communautaire, patrilinéaire. Donc en fait, c'est un modèle qui est paradoxal, mais qui, au bout du bout, on retrouve ce qu'on sent. On retrouve une histoire raisonnable. D'accord. Ce qui est préférable. D'accord. Sauf que à cela s'ajoutent d'autres éléments anthropologiques. Et un des éléments essentiels, d'après vous et dans votre livre, c'est l'alphabétisation. Oui. Et l'alphabétisation qui va se lier à la sécularisation. Le point de rupture de l'alphabétisation, c'est, en tout cas dans l'histoire moderne, c'est l'Allemagne du XVIe siècle, la Réforme. Oui. Il y a deux stades. Hein. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'histoires religieuses et une histoire religieuse associée au progrès culturel qui doit être inhabituelle pour un Français. Puisque la tradition française, c'est de penser que quand on est laïque, on est libre. Ouais. Moi, je suis dans cette tradition. Hein. Ouais. Bon, je suis dans la tradition judéo-bolchevique. Hein. Bon, donc il n'y a pas de problème. Et puis, quand on relève de la sphère catholique périphérique, on est dans le refus de la culture, du progrès, de la science. C'est la façon. Mais quand on regarde l'histoire, ben, on voit que le premier système culturel qui a décrété que tous les garçons devaient savoir lire et écrire, ben, c'est la religion juive. Alors, ça a semi-raté, si on peut dire. C'est-à-dire que c'est un très beau livre dont on trouvera la référence dans le bouquin qui explique ça. C'est ça a marché, c'est-à-dire les populations juives ont été effectivement très alphabétisées par rapport aux autres, mais ont dû devenir des populations urbaines spécialisées, et la paysannerie juive, auquel ça servait à rien d'apprendre à lire et écrire, a disparu en fait. Et c'est une façon d'expliquer la raison pour laquelle Israël a disparu de la terre promise à une certaine date. Mais là, vous avez la religion comme facteur de dynamisation culturelle. Et puis, il y a la grande étape que vous avez mentionnée, qui est le protestantisme de Luther, qui décrète que les fidèles doivent savoir lire et écrire, avoir un accès aux Écritures, être en contact direct avec Dieu indépendamment du prêtre. Et cet objectif religieux, je veux dire, a produit l'alphabétisation de toute l'Europe du Nord protestante, mais dans un but religieux. Et ensuite, on pourrait dire par accident, parce que quand même, des populations qui savent lire et écrire se révèlent être plus efficaces économiquement que des gens qui ne savent pas lire des modes d'emploi. Et là, on a ce qu'on trouve dans les manuels scolaires comme l'ascension de l'Europe du Nord. Et on voit tout d'un coup émerger la Suède, la Prusse, l'Angleterre, les Pays-Bas comme des puissances majeures. Mais en fait, ce qu'il y a derrière, c'est l'alphabétisation protestante. La foi nourrit le progrès. Ben, cette fois-là, parce que le problème, c'est que quand le protestantisme est apparu, l'Église catholique, c'est l'Italie qui aurait dû décoller. C'est l'Italie qui était la Renaissance et qui était l'intelligence du monde avant la Réforme. Mais le catholicisme s'est mis à jouer en contre le protestantisme, ce qui n'était pas au Moyen-Âge. Il contenait tout. Et les gens qui lisaient la Bible étaient soupçonnés d'être des hérétiques. Et le simple fait de lire vous mettait sous soupçon d'hérésie. Et donc l'Église catholique a paralysé le développement d'Italie, le développement de l'Espagne. Alors la France a échappé à ça. Notamment le bassin parisien. Le bassin parisien, d'abord parce que le catholicisme était faible dans le bassin parisien, parce que la structure familiale nucléaire égalitaire n'a pas un gros feeling pour l'image d'un Dieu tout-puissant, ça passe pas trop bien. Et puis parce qu'il y avait la proximité du monde protestant. Donc la France, c'est le pays catholique qui a un peu échappé à cette paralysie. D'accord. Qui n'est pas définitive, puisque ensuite les pays catholiques ont rattrapé, et même les pays catholiques d'Allemagne se sont développés assez vite par effet de contact avec l'Allemagne protestante. Mais là, on a la religion. Ça, c'est très opposé à la vision française de l'histoire. Moi, j'ai la vision de certaines religions qui sont à la source du progrès intellectuel. Et ça se propage. Et ça se propage, oui. Voilà. Et alors, c'est vrai aussi, quand je suis en Allemagne, je fais une blague qui passe moins bien en France, mais que les Allemands comprennent très bien.
je dis que j'ai deux variantes. Je suis un hegelien statistique ou un hegelien empirique. Alors, il faut expliciter ça peut-être. Bon, Hegel, vous savez, c'est la marche de l'esprit. L'histoire, c'est la marche de l'esprit. Et pour moi, vraiment, la marche de l'histoire, c'est la montée du niveau éducatif. C'est-à-dire que, bon, il y a l'invention de l'écriture, bien sûr, mais ensuite, la proportion de gens qui savent lire et écrire est la marche de l'histoire. Et à partir de la réforme protestante, vous avez un mouvement irréversible pour l'ensemble de la planète, puisque c'est d'abord les pays protestants, et puis ça diffuse en couronne à travers l'Europe, et puis ça diffuse à toute la planète. Et actuellement, les jeunes générations dans la partie la moins avancée de la planète, que sur l'Afrique, sont alphabétisées. Et ça produit cet effet de mise en mouvement complète. Pour moi, la réalité de la globalisation, c'est pas parce que des financiers, je dirais, calculateurs et comploteurs, si on peut dire, ont décidé à Wall Street de faire ceci ou cela en termes d'investissement. C'est simplement que les populations d'Asie ont commencé à savoir lire et écrire, étaient donc exploitables au sens capitaliste. Mais ça va au-delà. C'est-à-dire que, par exemple, actuellement, on vit ce drame qui est le mouvement des peuples du Moyen-Orient et d'Afrique vers le continent européen, qui n'est pas... Bien sûr, c'est la misère. Bien sûr, c'est l'instabilité politique, mais le déracinement de ces populations, c'est aussi la hausse du niveau culturel, de l'alphabétisation, et c'est comme une sorte de forme planétaire de l'exode rural qui a bouleversé les campagnes d'Europe avant. Donc c'est vraiment une mise en mouvement de la planète. C'est pour ça que j'ai du mal à être pessimiste vraiment fondamentalement, parce que là, on approche du moment... On est à quoi? À peu près 80% d'alphabétisation dans... Ah non, chez les jeunes de la planète, on est au-delà. Honnêtement, je n'ai pas le chiffre en tête pour l'Afrique, mais j'avais écrit un bouquin qui s'appelait L'enfance du monde dans les années 80. Mais là, on est en 2030, on peut considérer que les jeunes générations, sur l'ensemble de la planète, sont totalement alphabétisées. C'est pour ça que j'ai énormément de mal à être complètement pessimiste. Alors, vous allez voir que vous l'êtes quand même peut-être plus que... Je suis un peu inquiet pour les pays les plus avancés. Même, voilà, exactement. Parce que ça ajoute un autre élément anthropologique, et effectivement, ça demande... il y a quasiment un scénario dans ce livre, donc il faut ajouter les éléments les uns après les autres pour comprendre les crises dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Cet autre élément anthropologique, on va peut-être passer rapidement, mais c'est l'effondrement religieux quand même, avec un centre de gravité en France, mais qui touche aussi l'Allemagne, dont on va reparler dans un instant. Oui, mais ça à la limite... j'ai étudié, j'étais amené à la suite de ce livre qui m'avait valu tellement de problèmes, qui est Charlie, où j'interprétais les événements de France comme le signe d'une crise religieuse. Donc je prends la religion très au sérieux. Mais à la limite... Quand on remonte jusqu'à Homo sapiens, et avant l'émergence des grandes religions, du judaïsme, du catholicisme, du christianisme, du protestantisme, Homo sapiens avait une moralité. Homo sapiens a fait de grandes choses, et en particulier a inventé l'écriture avant ces grandes religions. Donc ça crée des troubles, ça crée des sentiments de vide, mais... il suffit d'attendre et de se calmer. La chose qui m'inquiète le plus actuellement, c'est ce qui se passe dans la phase suivante du mouvement éducatif. C'est-à-dire que l'alphabétisation de masse, c'est formidable. Pour moi, c'est le support de l'émergence démocratique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une population sait lire et écrire entièrement, une sorte de subconscient égalitaire, et les gens vont pouvoir et vouloir voter. Alors ça va donner des démocraties de différents types, parce qu'évidemment, la démocratie russe, ce n'est pas exactement la même chose que la démocratie d'alternance française ou anglaise, mais la démocratie japonaise non plus, c'est quand même autre chose. Et puis, ce qui est problématique, c'est la phase d'après, c'est-à-dire que, et c'est l'erreur de ma génération finalement,
Celle de l'enseignement supérieur. Ben voilà, c'est ça. Tu vois, moi, j'étais un 68ard, pas comme il fallait, puisque j'étais communiste à l'époque. Donc, d'un côté, j'allais manifester, mais je disais que les manifestants dans la rue étaient des cons petits bourgeois, particulièrement les trotskistes, élitistes et tout ça. Mais quand même, on avait l'idée que, puis de toute façon, les ouvriers et les étudiants avaient marché de concert, d'une certaine façon. Donc, on pouvait penser que tout ça était de gauche et que c'était le progrès. Et puis, en fait, ce qu'on constate, d'abord aux États-Unis, qui ont une bonne génération d'avance, donc vers le milieu des années 60, et puis en France, vers le milieu des années 90, en fait, le développement du supérieur s'est bloqué. C'est-à-dire que, je simplifie, hein, mais donc le tiers... les années Roosevelt, où tout d'un coup, ça... c'est-à-dire que l'arrêt, le décollage éducatif américain dans le supérieur, c'est entre Roosevelt et le milieu des années 60. Hein. Mais à partir de 1965, la proportion d'une génération qui fait des études supérieures s'arrête au tiers à peu près, et puis ça se bloque. Et puis ça développe très vite la conscience d'inégalité culturelle. Et très tôt, les Américains... pour moi, c'est apparu au moment de la guerre du Vietnam. Donc, je parle de façon assez précise dans le bouquin. Donc, pendant la guerre du Vietnam, vous avez les étudiants sur les campus qui protestent contre la guerre du Vietnam, avec raison, mais qui sont quand même exemptés s'ils sont là. Et puis, vous avez les ouvriers patriotes qui sont à galérer dans les rizières, à servir de cible au Viet Cong. Et vous avez le début d'une sorte de méfiance qui n'est pas simplement une méfiance entre des classes au sens marxiste, mais une méfiance entre des niveaux éducatifs. Et en France, c'est en France que j'ai vu le truc le premier. L'analyse sur les États-Unis est rétrospective pour moi. Mais en France, je crois que c'est ce qu'on a vu au moment de Maastricht. C'est-à-dire qu'au moment de Maastricht, on a les élites disaient ceci. Alors les élites, c'était toutes les classes moyennes éduquées. Hein. Et puis les élites trouvaient que la monnaie unique était une idée formidable, que l'Europe était un concept merveilleux, que la nation devait être dépassée. Et puis il y avait les milieux populaires, ouvriers, employés, qui étaient, c'est moins qu'on puisse dire, moins chauds et qui ont voté non. Mais on a vu se répandre, un peu comme aux États-Unis 30 ans avant, des phénomènes de mépris culturel, en fait, et de ressentiment culturel entre les groupes. Et en fait, on en est là, et ça n'a fait que s'affirmer. Et l'une des choses qui s'est passée dans la sortie de ce livre, en fait, c'est que je crois que c'est l'une des parties du livre qui a été le mieux comprise, en fait. Oui. Oui. Ce qui m'a intéressé, parce que c'est une thèse que j'avais présentée sous une forme plus imparfaite, moins radicale, en parlant moins des États-Unis et de la source des choses, dans un livre qui s'appelait L'illusion économique, que j'ai publié en 1997. Et là, personne n'avait pigé. Enfin, vraiment, comme ça, à côté. Et là, c'est comme si on était arrivé à maturité. Mais regardez, quand Trump est élu, quand il y a le Brexit, quand on a Marine Le Pen face à Macron, les sondeurs d'opinion vous balancent comme variable explicative des différences de comportement électoral. Bien sûr la classe sociale ou la CSP, etc., mais encore plus le niveau d'éducation. Et vous aurez Hillary Clinton qui parlera des deplorables, c'est-à-dire des pauvres mecs, des crétins sous-diplômés. On vous présentera les électeurs de Trump d'une façon très exagérée d'ailleurs, comme des crétins analphabètes. Vous aurez l'affrontement entre Marine Le Pen et Macron qui se présentera comme une sorte... Je ne sais pas comment dire, on a eu l'impression que Marine Le Pen était transformée en ouvrier du Nord-Pas-de-Calais, complètement infériorisé symboliquement. Puis il y avait Macron qui était là, repassait inlassablement son oral de l'ENA. Vous voyez, donc c'est... Mais ce qui est important quand même là de se rendre compte, c'est qu'il y a un décrochage donc, qui se fait entre ceux qui arrivent au niveau du supérieur, dont vous venez de dire qu'il y a un plafonnement, et qui basculent en gros dans le monde des élites, et puis le reste, j'allais dire, ceux qui sont, quel que soit le système, que ce soit le système des méritants, le système du mérite, le problème c'est qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui n'ont pas suffisamment de mérite, soi-disant, pour arriver dans les élites. Oui, ce qui est terrible, c'est cette notion en France, on a un problème particulier que les Anglais n'ont pas, parce que les Anglais, d'abord c'est les Anglais qui ont
c'est un Anglais, Michael Young, qui a inventé le mot meritocracy, la méritocratie, et sous un mode critique. Young avait très bien vu ce que ça allait donner. C'est-à-dire que si autrefois, être un exploité, être un ouvrier, c'était naître au mauvais endroit dans la société, mais ça n'avait pas d'implication intellectuelle. C'était juste la faute à pas de chance. Oui. Et puis il y a le type qui naissait dans le fric, mais il n'y avait pas de notion de mérite. Hein, sauf chez certains protestants inégalitaires et prédestinationnistes. Mais dans l'ensemble, non. Alors que maintenant, ce que Michael Young avait vu, c'est que si on a cette chose merveilleuse qu'on appelle l'élitisme républicain, et dont tout le monde se dit que c'est formidable, c'est-à-dire qu'on fout tout le monde dans une énorme machine scolaire. On trie tout le monde en fonction des capacités scolaires. Je n'ai pas dit de l'intelligence, j'ai dit des capacités scolaires. On tamponne les gens selon l'ordre d'arrivée, etc. Et on fabrique, et on dit, ben voilà, vous sortez sans instruction autre que primaire, vous êtes en bas de l'échelle sociale, vous êtes dans le secondaire, vous allez être dans tel ou tel type de profession, vous êtes dans le supérieur, vous serez dans les catégories supérieures, si vous êtes dans le supérieur est très stratifié lui-même, et vous avez un système qui en vérité est intrinsèquement abominable parce qu'il ne se contente pas de rendre les gens inégaux, il leur loge dans l'esprit l'idée que leur supériorité ou infériorité est légitime. Donc vous avez un monde... Alors, à mon avis, comme je ne suis plus tellement inquiet, je pense que si les gens comprennent le truc, c'est parce que le système dysfonctionne tellement en termes d'efficacité, c'est qu'on est en train de mesurer le fait que ces élites de masse, parce que 30% d'élites, ça fait beaucoup pour des élites, que ces élites de masse qui vivent entre elles, avec leurs préoccupations, leurs fausses consciences, sont pas si intelligentes que ça, et que le système se bloque en plus, parce que tout le monde cherche à éviter le mécanisme méritocratique, les gens intelligents. Je suis absolument convaincu actuellement que le monde d'en bas est en train de se repeupler à toute vitesse de gens très intelligents et furibards, donc ça ne va pas marcher. Donc je pense que la question c'est de savoir quel type de crise ça va donner. Donc on revint vers des crises. Mais là, excusez-moi, moi je suis de gauche, je trouve qu'une crise égalitaire est une bonne chose. Alors, en tout cas, ce que vous dites, et c'est ça une des intuitions paradoxales, parce qu'il y en a plusieurs, mais qui demandent justement à être lues pour être bien fouillées, c'est que si l'on revient à ces 2 ou 3 grands thèmes, sécularisation, alphabétisation, ben, l'un et l'autre, ça ne donne pas forcément plus de démocratie. Ah ben non, je veux dire, là, moi, je suis dans une phase de retrait je sais que j'ai une réputation de police, je ne dis pas ça par narcissisme, c'est pour bien fixer les choses. Moi, je suis dans une situation de retrait par rapport à tout ce qui se passe. Je ne suis plus militant. Non, mais quand je dis mon avis sur l'euro, je le dis, mais je sais que je suis tout seul à le dire, c'est pas grave. Mais pour moi, la démocratie n'existe plus déjà. C'est-à-dire qu'on emploie les mots. On emploie les mots, mais la réalité, c'est que l'existence de ce groupe supérieur, d'éduqués supérieurs, qui a fini par se croire réellement supérieur, qui vit dans une sorte d'entre-soi, en fait, aboutit à ces situations où finalement le suffrage universel existe formellement, mais il n'est plus respecté. Et là, le point... nodal en France, c'était le référendum de 2005. J'en parle avec d'autant plus de facilité que moi, j'ai voté oui à ce référendum. Donc, j'avais voté oui. Le non l'a emporté à 55%. Et comme vous avez ce phénomène d'un groupe supérieur qui considère que non, il n'a pas du tout à obéir, à respecter le suffrage universel, hop, traité de Lisbonne, on se met ensemble, les socialistes s'abstiennent parce qu'ils ne veulent pas trop se mouiller.
et on s'assied sur le résultat du référendum. Donc c'est fini. Voyez. Mais on va reparler de l'Europe, parce que cet aspect-là, vous en parlez plus régulièrement, mais moi ce qui m'intéresse là immédiatement, c'est des événements qui sont plus proches de nous que le traité de Maastricht, et qui sont notamment l'élection de Trump, dont vous parlez comme d'un regain démocratique, peut-être xénophobe, oui, mais absolument. quand même un regain démocratique. Oui, alors l'une des thèses du bouquin, c'est que, bon, de même que la famille nucléaire est à l'origine, je dis que si la famille nucléaire, c'est ce qui produit les attitudes politiques libérales, etc., donc la famille nucléaire sublimée par l'alphabétisation, c'est ça qui va produire la démocratie. Donc moi j'ai une vision de la démocratie, je ne suis pas le seul, hein, je cite plein d'auteurs que j'utilise dans le bouquin. La démocratie est quelque chose finalement de primitif, mais qui est massifié par la modernité, de l'alphabétisation, de la technologie. Et dans la démocratie primitive, ça n'est pas un merveilleux système universaliste où tout d'un coup... non, une démocratie primitive, c'est un groupe qui s'auto-organise, qui délibère et qui se pense contre ses voisins, qui contient... C'est Athènes et les Métèques. C'est Athènes et les Métèques. Mais c'est n'importe quel autre. J'ai cité Ferguson, ce philosophe politique écossais de l'époque des Lumières, où qu'on regarde les peuples sur la Terre. C'est l'un des premiers qui a utilisé de l'ethnologie, vraiment. Où qu'on regarde les peuples sur la Terre, ils se définissent les uns contre les autres. Les identités sont relatives. On est Français contre les Anglais. Puis ensuite, on est Français contre les Allemands. Alors, aux États-Unis, on va être démocratique et libéral contre les Noirs, puisqu'on n'a pas sous la main un gros ennemi, etc. Et donc, ça demande d'ailleurs peut-être une petite explication, ça, parce que c'est vraiment passionnant dans votre livre, c'est-à-dire que les Blancs américains fabriquent cette démocratie avant la France, entre Blancs, et se trouve un ennemi, qu'il soit l'Indien ou le Noir, où ils, d'une certaine manière, exportent l'inégalité. Oui, qui extériorise, enfin, je veux dire, et donc, les Américains, au départ, c'est des Anglais. Les Anglais ne sont pas trop chauds pour l'égalité. Donc, pourquoi est-ce que les Américains sont devenus égalitaires? Ils sont devenus égalitaires par rapport aux Indiens et aux Noirs. C'est extrêmement simple. Mais, donc, une fois... Je ne dis pas ça. Il y a des gens qui ont cru que mon livre était anti-américain. Alors qu'en fait, moi, je suis plutôt dans une phase de conversion pro-américaine parce que l'analyse de tout ça est effectivement très cruelle. Je dirais, c'est une analyse cruelle à l'américaine, à l'américaine de gauche. Mais une fois qu'on a compris que la démocratie était plutôt un truc primitif, que ça n'est pas à l'origine associé à un merveilleux concept universaliste, que c'est un truc de peuple particulier qui s'organise en lui-même et contre ses voisins, vous pouvez comprendre ce que c'est que le Brexit et Trump. Vous pouvez voir que ce sont des regains démocratiques, parce que c'est voté effectivement par des couches populaires, les deux. C'est accepté par les élites locales, ce qui surprend beaucoup les Français qui ne sont plus habitués à ce qu'on respecte les référendums. Mais comme c'est un regain démocratique, un ressourcement primitif, on y trouve la composante xénophobe. Donc il n'y a absolument aucun doute que le Brexit a été voté contre le trop-plein de Polonais en Angleterre. Il n'y a absolument aucun doute que l'élection de Trump, ce n'était pas juste le protectionnisme économique, mais que c'était aussi anti-mexicain. Et donc ça permet de ne pas faire d'erreur d'analyse. Ça nous permet de ne pas sombrer dans la solution de facilité intellectuelle qui consistera à dire « Ah ben non, parce qu'il y a de la xénophobie, c'est pas démocratique et libéral. Vous voyez et alors, et à l'inverse, de se dire que ce qui serait l'attitude française des élites ou des élites de masse françaises, ça serait l'inverse, c'est de se dire, comme nous sommes universalistes, comme nous pensons en termes d'une planète mondialisée merveilleuse où tous les immigrés seraient les bienvenus, je n'ai pas dit du tout que j'étais hostile à l'immigration, on se raconte qu'on est démocratique pour ça, dans une confusion générale, alors qu'en fait c'est plutôt juste l'inverse. Alors, le modèle n'est pas pessimiste, parce que ce que je dis, c'est que une fois que la démocratie sort ou émerge de cette phase initiale un peu xénophobe, les démocraties qui émergent en parallèle
se reconnaissent des traits communs, la pratique des valeurs d'égalité en interne finit par être généralisée et il y a effectivement une phase 2 du développement démocratique qui est universaliste. Mais là, si j'interprétais, c'est pour ça que je n'ai pas trop peur de ce qui se passe en Angleterre et aux États-Unis. Je pense qu'ils sont dans une phase 1, mais je pense qu'ils sont quand même toujours les gens qui nous ont débarrassés du nazisme. Vous voyez, et qui vont repasser et qu'ils sont dans une extrême confusion, dans une tentative de dépassement d'une globalisation économique qu'ils ont eux-mêmes initiée, mais qui est allée trop loin, etc. D'accord. Voilà. Donc je ne sais pas pourquoi aujourd'hui... Vous ne connaissez pas la fin de l'histoire encore. Et comme je suis démographe, je peux même vous prédire que je ne la verrai pas. En tout cas, vous ne ménagez pas vos critiques, on va parler de la France dans un instant, mais contre l'Académia américaine notamment, qui a voté en masse probablement pour Hillary Clinton, qui est pour le libre-échange, et qui, au fond, et c'est là un des points intéressants supplémentaires de votre livre, c'est qu'il n'y a pas vraiment de hasard. Vous n'êtes pas surpris par tout ça, et ce qui arrive ni aux États-Unis ni en France, parce que lorsque on décide finalement d'avoir un système dans lequel les milieux de gauche sont beaucoup plus proches finalement du monde de Silicon Valley et des élites financières de Goldman Sachs que du monde ouvrier qu'ils avaient eu l'habitude d'avoir pour électeurs. Finalement, ils livrent en pâture les ouvriers américains à des ouvriers chinois qui gagnent 10 fois moins qu'eux, et ils ruinent l'existence de leurs propres compatriotes. C'est ça ? Oui, mais je pense que ce qui est dit dans le bouquin, et ce qui sera inhabituel par rapport aux lectures générales de la globalisation, ou à ce que vous allez trouver chez les opposants les plus radicaux, enfin aucun n'est très radical. Bon, allez, on va rire. À l'esprit France Insoumise, par exemple, alors qu'on est dans la globalisation, c'est un truc économique, la globalisation, c'est quelque chose qui a été fait pour relever le taux de profit, tout ça est vrai, je ne suis pas opposé à toute culture marxiste, et donc il y a cette idée que c'est la faute au capital, au capitalisme, c'est la faute aux banques, etc. Et en fait, ce que dit le genre d'analyse que je propose, c'est que oui, il y a ça, et d'ailleurs au final, comme l'a montré Piketty, c'est quand même uniquement les gens qui ont du capital qui vont s'en sortir, mais ce qui a permis l'émergence, qui a permis cette acceptation de l'inégalité, c'est Academia. C'est-à-dire, ce sont mes pairs, ce sont les gens qui gèrent la machine éducative à trier la population. C'est ça qui est un peu révolutionnaire dans le bouquin. C'est de dire c'est pas... C'est quand même implicitement une mise à nu assez cruelle des mécanismes inégalitaires. Mais ce n'est pas un livre qui dit « c'est la faute aux capitalistes », c'est un livre qui dit plutôt « c'est la faute aux universitaires », ce qui est quand même assez différent. Hein. Et d'ailleurs, effectivement, quand on regarde, moi je suis en contact régulier avec le monde anglo-américain pour des raisons quasi familiales, et ce sont bien les universitaires qui sont dans un état de rage comateuse contre le Brexit, contre Trump, etc., les capitalistes sont des gens pragmatiques. Ils se posent la question de savoir, bon, on faisait de l'argent avant, comment est-ce qu'on va faire de l'argent dans le nouveau système ? Oui, voilà. Alors, la dernière partie, c'est quand même l'Europe. Il faut bien qu'on y vienne, et la France. Il y a un dernier terme anthropologique que vous utilisez et qui est absolument essentiel pour bien comprendre ce qui se passe ici, c'est la mémoire des lieux. Qu'est-ce que c'est, la mémoire des lieux ? La mémoire des lieux, c'est la façon dont c'est quelque chose qui est un problème pour moi depuis le début. Je pensais que la disparition ou la destruction des systèmes familiaux complexes allait aboutir à une convergence vers un modèle nucléaire, vers un modèle individualiste, libéral. Je pensais en termes de convergence. Je pensais que la disparition de la pratique religieuse, protestante, catholique, à diverses dates,
allait produire un phénomène de convergence. Et en fait, quand on regarde le comportement des diverses régions du monde, on l'avait même constaté en France, dans le mystère français, avec mon copain Hervé Lebras, les différences de comportement, de valeurs, de rapport à l'autorité, à l'inégalité, à la liberté, à l'égalité, subsistent malgré les mouvements de population. Alors ça peut l'expliquer. Là, j'en donne ce qui pour moi est l'ultime explication théorique, c'est qu'en fait les valeurs, je pensais au départ les valeurs comme sur un mode freudien psychanalytique, comme un truc, j'ai toujours la vision, je fais toujours ce geste de type qui enfonce avec un marteau et un ciseau des choses dans le crâne des enfants. Puis alors ensuite, les gens qui ont ces valeurs dans le crâne passent des années sur des divans psychanalytiques pour s'en libérer. Et en fait, ça, c'est pas possible, ça ne peut pas marcher, parce que les gens circulent, ils se mélangent. Et si les gens étaient terriblement accrochés à leurs valeurs, elles se mélangeraient, en fait, sur les territoires. Et les zones disparaîtraient. Mais si vous faites l'hypothèse de ce que les gens croient finalement assez faiblement à ce qu'ils croient, vous vous rendez compte que quand ils déménagent, ils changent assez facilement de valeur. C'est très réconciliateur, si vous voulez, parce que ça me permet, quand j'en arrive à l'Europe, ça me permet de dire, les provinces françaises sont ceci, cela, sans dire que les Bretons sont quand même des hommes d'une catégorie psychique différente des Provençaux. Mais plus important, que les Anglais soient différents, ça ne gêne personne, ou que les Japonais soient différents, ça ne gêne personne. Mais par contre, la différence allemande, parce que je sais qu'on fait une réputation de germanophobe pathologique, c'est que j'explique, et je dis très clairement dans le livre, que ce genre d'explication par la mémoire des lieux permet de concevoir une Allemagne qui est très différente en termes de comportement, avec des Allemands qui, en tant qu'individus, sont très peu différents des Français. Vous voyez, c'est une force. La force des cultures n'est pas la séparation radicale des individus. Et donc, ça vous permet, dans mon esprit, ça permet d'avoir des rapports amicaux avec tous les gens que vous rencontrez, mais d'admettre que l'Europe est totalement déséquilibrée par la permanence de ces cultures nationales, régionales. Et vous arrivez au dysfonctionnement de l'euro en espérant ne heurter personne. Puisque depuis que je suis passé à la retraite, maintenant, je ne veux plus heurter personne. Venons-y, en espérant que la tablette finira par marcher et que je recevrai les questions. Mais venons-y à ces dysfonctionnements de l'euro. D'abord, s'il y a dysfonctionnement, même si vous n'êtes pas, dites-vous, un germanophobe pathologique, c'est ça que vous avez dit, l'Allemagne a quand même un rôle dans tout ça. J'ai fait une frappe préventive pour me mettre à l'abri. C'est ça. L'Allemagne a quand même un rôle dans tout ça. Mais enfin, ce qui a un rôle dans tout ça, c'est, et là je fais la boucle jusqu'au début de notre entretien, c'est que la famille souche joue un rôle important dans tout ça. Et elle est beaucoup plus nombreuse. Ça, j'étais surpris de... Oui, c'est ça, la famille souche et le catholicisme zombie. Voilà, en fait, et le catholicisme qui est un zombie, vieux concept que je n'ai pas utilisé seulement dans Charlie, qui est apparu dans le bouquin que j'avais fait avec Lebras, et sous une forme très positive. Parce que moi, j'ai conçu, c'est de moi, le catholicisme zombie, mais je l'avais collé dans le mystère français parce que j'avais peur qu'on m'accuse d'être trop favorable au catholicisme. C'est ça la blague, vous voyez. Alors ensuite, quand le concept est arrivé dans Qui est Charlie, les gens ont cru que j'étais une sorte d'anticato frénétique. Mais vous n'épargnez pas les catholiques. Donc. Comment ? Vous n'épargnez pas non plus les catholiques. Donc oui, mais sur certaines valeurs. C'est-à-dire, dans le mystère français, les zones catholiques zombies apparaissent comme très efficaces économiquement, avec taux de chômage plus faible. Dans Qui est Charlie, elles apparaissent comme surmobilisées dans des manifestations. Mais ce n'est pas le sujet. Mais là, donc par exemple, j'ai essayé de faire quelque chose de mon échec politique personnel. Puisque, dès le départ, j'ai pensé que l'euro ne marcherait jamais. Je n'ai pas été déçu. On est à 10% de chômage structurel et toute l'Europe du Sud est en voie de destruction industrielle. Et d'ailleurs, on est en train de les suivre. Mais en même temps que l'échec de l'euro est de plus en plus évident, il est de moins en moins contesté. Petit paradoxe. Même le Front National va abandonner la lutte contre l'euro. Alors, peut-être c'est le collapsus final. Vous savez, quelquefois, quand vous avez un accident cardiovasculaire, on a l'impression
que la personne va mieux, mais en fait c'est une rémission. D'accord. Et puis ensuite, Tous les organes il y a une mort immédiate et peut-être c'est ce qui va arriver à l'euro. Mais au stade actuel, et donc je me suis dit, mais j'ai pris il y a une carte, c'est l'une des cartes en couleur du bouquin qui m'a donné beaucoup de mal. Et donc j'ai superposé, j'ai essayé de localiser dans l'espace européen et particulièrement dans la zone euro, les régions où les valeurs étaient autoritaires et inégalitaires. Alors, valeurs familiales, familiales zombie, puisque ces types familiaux n'existent plus, valeurs religieuses, donc catholicisme zombie, et on se rend compte que la zone euro, si vous prenez l'Espagne du Nord, le Portugal du Nord, la périphérie de la France, une bonne partie de la Belgique, la moitié des Pays-Bas, l'Allemagne, l'Autriche, une partie de l'Italie du Nord, vous rajoutez un peu d'autoritarisme de la famille communautaire de l'Italie centrale, vous vous rendez compte que les valeurs dominantes, les valeurs idéologiques dominantes, zombies certes, de la zone euro, ne sont pas du tout libérales et égalitaires. Et ça c'est inattendu quand même. Pas pour vous peut-être, mais... En fait, je ne l'avais jamais formalisé à ce point, parce que c'est vrai que peut-être j'étais, à cause du débat et des rapports de puissance, peut-être j'étais trop focalisé sur l'Allemagne. Et en fait, là, dans ce bouquin, je me dis, mais non, c'est pas juste l'Allemagne. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de régions en Europe qui peuvent s'imaginer qu'elles sont comme l'Allemagne. La région Rhône-Alpes. J'évite de parler de la Bretagne, j'ai ma chaumière là-bas. Je ne veux plus d'histoire locale avec la section socialiste de Clohars-Carnoët. Mais c'est mes copains. Mais la région Rhône-Alpes, pour toutes sortes de traits, est très industrielle, y compris, et très allemande. La partie de l'Espagne qui soutient le gouvernement de droite, etc., eux n'ont pas la famille souche, mais ils ont une tradition de catholicisme zombie très puissante. Et on se rend compte que l'Europe continentale n'est pas de tempérament libéral. Or, l'euro, si vous voulez, si vous êtes objectif, c'est une monnaie qui ne marche pas, mais c'est surtout une monnaie. Alors là, on peut reprendre les concepts de philosophie politique allemande, c'est la monnaie de l'ordolibéralisme, c'est-à-dire d'un marché ou d'une monnaie, une conception d'économie qui est là pour discipliner les populations. C'est pas là pour leur faire du bien. C'est pas la monnaie souple et marrante pour jouer avec le marché des anglo-américains. Et donc, vous dites, oui, alors j'ai un paragraphe qui s'appelle l'Europe post-démocratique, l'euro, un monde normal. Vous voyez, c'est-à-dire que mais c'est toujours pareil, il y a un moment, c'est rigolo, là on pourrait croire que je suis dans le paradoxe, mais il y a un moment où il faut retomber sur ses pieds, sur une histoire que tout le monde connaît, et en fait, le grand mythe européen actuel, c'est l'idée que l'Europe est le lieu de naissance de la démocratie libérale. L'Angleterre, oui. Les États-Unis, oui. La France du bassin parisien, oui. Mais pour le reste, vous prenez les années 30, Salazar, Portugal, Franco, en Espagne, on va jusqu'à 40, on a Pétain en France, on a Mussolini en Italie, on a Dollfuss en Autriche, on a Hitler. Ça, la vérité, c'est que la tradition européenne propre est autoritaire et que l'Europe n'a semblé être le grand lieu de la démocratie libérale que quand il y avait l'armée américaine qui contrôlait. Donc, on retombe quand même sur la vision. Et donc, l'Amérique est en chute de puissance, l'Allemagne remonte en tant que puissance centrale, les Anglais essayent de s'échapper de ce guêpier, et tout est normal. Mais très embêtant pour les Français qui représentent la troisième grande tradition libérale quand même. Pour nous, c'est quand même très embêtant. Alors on voit qu'ici, là, on est au croisement justement de tous ces agrégats dont on a parlé depuis le début. Peut-être quand même l'esprit critique vous dira, mais est-ce que vous n'allez pas un peu loin lorsque vous dites au fond que le veau d'or monétaire a remplacé dans les anciens systèmes catholiques zombies la référence à Dieu? Est-ce que c'est pas un peu rapide de dire que l'autorité de l'euro vaudrait celle de l'Église auparavant? Ça, je ne sais plus si je l'ai laissé dans ce bouquin. Si c'est dans ce bouquin, c'est des restes de ma phase polémique de militant contre l'euro. Mais pour ce qui me concerne... On a une question justement... Je préfère le dire franchement. Et ayant fait cette analyse anthropologique et religieuse de la zone euro, j'admets ma défaite et je ne me battrai plus contre. Si j'étais plus jeune, dans ce champ de force, je préparerais mon immigration vers la Californie. À ce point. Vous voyez, ce qui est la tradition familiale d'ailleurs, quand ça chauffe sur le continent.
Ça serait un peu Mais comme je ne suis plus militant. J'admets tout à fait la victoire des... Alors, il y a cet inconnu sur la France, quand même, qui est l'un des pays qui a inventé la démocratie libérale, sous une égalitaire, et on ne peut pas exclure quand même... peut-être j'ai déjà une mentalité de retraité qui renonce, et peut-être je suis en train de renoncer juste au moment où ça va péter, quand même. Oui, La progression, quand même, du vote Mélenchon est impressionnante. Vos conclusions, de toute façon, ne sont pas hyper optimistes non plus sur ce que va devenir l'Europe post-démocratique. Un dernier point quand même pour terminer la boucle, et après j'en viens aux questions. C'est que la situation a un petit peu changé avec l'arrivée des migrants, et notamment en Allemagne, dont vous dites qu'elle est à la fois donc devenue quasiment l'ennemi juré de la France sur le plan économique, mais qu'elle a un énorme problème démographique et que donc elle tente de résoudre ce problème avec la décision d'Angela Merkel d'accepter un nombre important dans les 2 dernières années, un peu moins important cette année, mais dont vous dites que ça ne va pas marcher. Oui, ça ne peut pas marcher à cause des systèmes familiaux qui ne sont pas les mêmes du côté allemand et dans ces populations migrantes. Mais si vous voulez, c'est là que je suis un peu désespéré parce que les gens m'attribuent toujours des a priori idéologiques. Non, là, c'est les structures familiales. Là, oui, c'est ça. Mais à tort ou à raison, j'ai une vision de moi-même comme un type raisonnable. Et donc, je dis que j'avais écrit dans le Destin des immigrés, qui était un livre plutôt optimiste, paru en 1994, où je comparais les modèles d'intégration français, anglais et allemand, et américains aussi, mais là c'est l'Europe. Et c'est là que j'avais vu la rémanence des systèmes culturels. C'était 3 sociétés de consommation avancée. Et puis le taux de mariage mixte, était des filles d'immigrés algériens en France, c'était très élevé. Les filles d'immigrés turcs en Allemagne, c'était insignifiant, moins de 2%. Les Pakistanais en Angleterre, c'était encore moins. Donc je voyais ces systèmes. Et là, donc là, dans un contexte français, je me disais, j'avais pas encore complètement compris que la machine économique allait être paralysée. Et donc je me disais, si la machine tourne, s'il y a de la mobilité sociale, avec ces taux de mariage mixte, et malgré la différence de la famille maghrébine que j'analysais, patrilinéaire, avec des mariages entre cousins, à des taux de 25%, ça va aller. Ça va le faire. Oui, c'est ça, ça va le faire. Ça va le faire. Et voilà. Alors, ça commence à pas le faire, puisque la machine sociale est bloquée. Et en vérité, en France, c'est pas juste le monde musulman qui se replie sur lui-même, c'est tous les milieux sociaux, toutes les provinces, tout se replie sur soi-même en France. Mais en ce qui concerne l'Allemagne est à un tel niveau de déficit démographique, puisqu'il manque à 1,4, 1,5 enfants par femme. Il manque, je veux dire, chaque année, 1/3 des naissances qu'il faudrait. Donc l'Allemagne est un pays qui est en recherche permanente d'immigration. Ils ont été sauvés plusieurs fois ils ont été sauvés par l'effondrement du système soviétique. Donc ils ont commencé à pomper des Russes de nationalité allemande, souvent même pas de nationalité allemande. Ils ont commencé à pomper démographiquement l'Europe de l'Est. Je reproduis dans le livre une couverture du Spiegel qui avait été mentionné dans Le Monde par le Parmentier, dans lequel le Spiegel se félicite de ce que les élites d'Espagne, d'Italie et d'ailleurs vont aller travailler en Allemagne. Mais c'est sans fin, si vous voulez, c'est sans fin. Et je suis convaincu que le travail de l'Allemagne dans la désintégration de l'Ukraine, la recherche d'immigrés en Syrie, etc., c'est pas juste du bon sentiment. C'est aussi la logique du patronat allemand. Simplement, c'est ce que j'appelle un pont trop loin, comme dans le film, là. Ça se passe... L'immigration et l'assimilation, c'est toujours possible avec une économie qui tourne. Et l'économie allemande tourne bien. Mais il y a des questions de rythme. Il faut que les gens aient le temps de s'intégrer, de s'assimiler. Et je veux dire, en Allemagne, ça va trop vite. Ça va trop vite. Et d'ailleurs, l'Allemagne a pris peur. Et on a eu finalement, on a eu tout de suite la poussée de l'AfD. Et donc, on voit apparaître, comme résultat de cette politique, une crispation et une poussée de l'extrême droite allemande. Alors là, il y a une idée quand même. C'est toujours pareil face à ces questions d'immigration. C'est des vrais problèmes moraux, en fait. C'est des problèmes moraux, mais
qu'on ne peut pas résoudre simplement. Parce que bien sûr, les gens ont le droit d'émigrer et d'aspirer à une vie meilleure. Moi, je suis plutôt un immigrationniste raisonnable. Puis, de toute façon, l'histoire de ma famille m'interdirait d'être autre chose. Donc, il faut accepter des immigrés, évidemment. Mais il faut, c'est là que les Anglais, les intellectuels anglais que je cite sont très en avance sur nous, il faut être capable d'admettre que les gens qui habitent dans les sociétés avancées, les Anglais, les Américains, les Français, les Allemands, ont quand même des droits sur leur mode de vie. C'est-à-dire, là, ça n'est pas être juste un sale xénophobe que d'être attaché à sa terre et à son pays particulier. Et donc, toutes ces questions ne peuvent être résolues qu'en termes de modération, de négociation, de prise en compte des uns et des autres. Et ce qu'on a en Allemagne, en France, et ce qui n'existe déjà plus en Angleterre, c'est cette idée qu'on a tort ou raison. On est du côté des prolos idiots, ou alors on est du côté des immigrés merveilleux. C'est ce que vous appelez le populisme décent. Ben, c'est pas moi, c'est mon fils aîné David qui m'a envoyé le bouquin d'Angleterre. Lui est devenu britannique, hein, donc je sais ce qui se passe là-bas. C'est un bouquin c'est un concept de David Goodhart qui oppose en fait, c'est un livre vraiment, je ne sais pas si c'est en cours de traduction en France, mais c'est vraiment un livre très utile. Ça s'appelle The Road to Somewhere, la route vers quelque part, mais c'est chargé parce que les somewheres, dans l'esprit de Goodhart, c'est les gens qui sont de quelque part, qui ont un ancrage territorial, et ça s'oppose aux anywheres, c'est-à-dire les gens qui sont de n'importe où, les globalisés. Ici, on dirait les ouverts, fermés, etc. Et donc, The Road to Somewhere, ça évoque l'idée d'abord qu'il faut que la société aille quelque part, qu'elle ait un objectif décent. Et puis, je crois que c'est l'attitude de Goodhart, que je l'ai vu une fois dans ma vie, j'avais déjeuné avec lui, je ne sais plus, à l'époque d'après l'Empire, donc je ne me souviens plus très bien, mais c'est qu'il faut que les gens des élites, alors dans son cas c'est les vraies élites, soient capables de faire un pas vers les préoccupations des gens qu'on se contente d'insulter comme des populistes abjects. Vous voyez, moi je crois qu'on peut rester... C'est toujours aussi excessif, mais disons que qu'aucun n'est pas suffisamment... Il y a quand même cette idée que... il faut choisir entre des ouvriers encastrés, la France d'en bas, qui est hors de la modernité, qui compte plus, qui vaut rien, et puis des immigrés qui souffrent, c'est vrai, qui meurent, c'est vrai, et qui veulent venir, c'est vrai, qui ont raison de vouloir venir dans un certain sens. Mais il va falloir une transaction, quelque chose qui soit une solution humaine pour tout le monde. Et le vrai rôle des élites, ça ne serait pas... C'est ça, cette notion de populisme décent. Ça n'est pas de dire telle partie des gens ordinaires a tort, telle partie des gens ordinaires a raison. C'est de s'interposer et puis de définir pour tous un monde vivable. Et je trouve vraiment l'expression de populisme décent... je la cite, hein, ça m'a parlé. Et les Anglais, bizarrement, ils ont cette tradition. C'est bizarre. Le populisme décent, ça consiste au fond à renégocier un lien entre ce qu'on appelle les élites et les milieux les plus défavorisés. C'est arrêter de... Bien entendu, l'électorat du Front National est raciste. Bien entendu, il est anti-arabe. C'est pas la peine de se raconter d'histoire. Mais honnêtement, les gens d'en haut qui laissent partir en morceaux l'industrie française, qui bradent le patrimoine national, Alstom, les chantiers de Saint-Nazaire, qui se foutent de tout, etc., ne valent pas mieux moralement. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est pas... mais là, vous voyez, je suis au bord de développer un discours religieux moralisateur, ce qui n'est pas tellement ma manière. Alors, une question de Florent
qui dit « Les traditions autoritaristes européennes ne sont-elles pas aujourd'hui dépassées, vu les mutations profondes qu'ont connues nos sociétés, justement sécularisation, éducation, information ». C'est la question fondamentale. C'est-à-dire que l'idéologie de l'époque, c'est de dire qu'on est passé dans autre chose, qu'on est dans un monde d'après où il n'y a pas de phénomène d'inertie culturelle. Alors, les gens sont parfaits. De toute façon, la majorité des gens pensent ça. Moi, ce que m'ont montré 45 ans de recherche, c'est que c'est pas ça. Et que il y a des phénomènes il y a des évolutions, bien entendu. Je veux dire, je suis pas complètement... je ne suis pas aveugle au fait que quand j'allais en vacances dans le Midi, on devait aller téléphoner à la poste. Oui. Alors que maintenant, on peut tchatcher sur Skype avec les États-Unis ou avec le Japon, en anglais. Je ne suis pas le moins globalisé des Français, hein, quand même, culturellement. Mais je crois qu'il faut... l'idée qu'il n'y a pas de phénomène de continuité historique du tout est absurde. Et là, pour moi, par exemple, le comble de l'absurdité, et une absurdité qu'on va payer très cher, c'est que on entend des gens qui... Bon, je reconnais que Trump n'est pas exaltant. Et pas Vous le reconnaissez quand même. Mais non, moi je comprends les électeurs de Trump qui ont voté Trump parce que des économistes idiots ayant reçu des prix Nobel pour rien du tout en termes intellectuels expliquent que le libre-échange est merveilleux, alors qu'on a les études qui sortent qui montrent que la mortalité augmente dans les comtés des États-Unis, qui sont en concurrence avec la Chine depuis l'entrée de la Chine à l'organisation mondiale, je dirais, mondiale du commerce. Je me suis perdu, j'étais dans une péroraison, là je dois avouer que je ne suis plus aujourd'hui. Quelle était la question? La question, je vous la repose. Oui, mais ce que je voulais dire, l'absurdité finale, donc on voit Trump, c'est bizarre, donc les gens oublient qu'il y a des contre-pouvoirs, que Trump, c'est pas très clair même que Trump est vraiment au pouvoir, et tout d'un coup on a vu apparaître un discours du genre « Ah bah oui, c'est le discours de l'apesanteur », ce qui évoque la question qu'on a reçue. Ah ben c'est fini, les États-Unis sont en cours de fascisation et maintenant c'est l'Allemagne, le grand pôle de la démocratie occidentale. Et honnêtement, même sans faire beaucoup d'anthropologie, hein, sans passer 45 ans à étudier les structures familiales, ça me paraît un pari extrêmement risqué de s'imaginer que la menace fasciste est aux États-Unis et que la défense de la démocratie libérale est en Allemagne. Vous pensez même qu'en Europe, vous n'êtes pas loin de dire, je vais essayer de retrouver l'expression, que nous sommes, vous disiez, une Europe post-démocratique dans laquelle l'autorité et l'inégalité s'imposent un peu partout, Hongrie, Pologne, d'autres régions aussi, et dans lequel finalement il pourrait y avoir d'autres régimes autoritaires qui pourraient s'imposer. Non, mais l'Europe, on emploie le mot est le même, on parle d'Europe, il y a des assemblées qui votent, etc. Mais la réalité de l'Europe, c'est que les Grecs votent, on s'en fout. Les Irlandais votent, on s'en fout. Les Français votent, on s'en fout. Les Néerlandais votent, on s'en fout. Quand les Allemands votent, on ne s'en fout pas. Les Allemands, ça peut... Alors, évidemment, ils pratiquent l'union de la gauche et de la droite. Donc, ça n'a pas non plus tellement d'importance. Mais la vérité, c'est que si vous prenez l'Europe de l'époque de Gaulle ou des débuts, vous avez un monde de nations libres et égales qui fonctionne un peu selon les valeurs implicites de la France. Mais maintenant, les écarts de niveau de vie en Europe, si vous intégrez l'Europe de l'Est, sont très supérieurs à ce qui existe aux États-Unis. Ça n'est plus vrai que les États-Unis sont le pôle majeur de l'inégalité de revenus. C'est très fort. Mais si vous mettez les Roumains, si vous acceptez l'idée que les Roumains, les Français, les Allemands sont dans le même système, c'est l'Europe qui est le pôle d'inégalité. Si vous voyez que les référendums ne comptent plus en Europe et que seuls certains peuples, voilà, vous êtes forcés, si vous êtes sur... Ben oui, alors, donc les valeurs qui dominent l'Europe, c'est l'inégalité, c'est l'autorité. Ah ben oui, c'est les valeurs traditionnelles de l'Allemagne. Ah tiens, l'Allemagne est la puissance dominante en Europe. Mais je vois très bien ce que ça a de triste, de déprimant. Mais pour moi, faire de la recherche, c'est accepter de regarder la réalité. C'est ce que j'appelle le triomphe de l'empirisme. Je suis de formation empiriste anglo-saxonne.
Et pour moi, dire que ça n'existe pas, c'est désagréable. Mais si vous avez un type qui vous dit « Oh non, la mort, c'est désagréable. Allez, on va décider que ça n'existe pas. » Qu'est-ce que vous direz? Vous direz que c'est Jésus-Christ, peut-être, qu'il faut d'une religion, vous voyez? Eh bien, on en restera là. Emmanuel Todt, je vous remercie infiniment. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cet entretien. J'espère qu'il vous a intéressé. Puis finalement, on a réussi à avoir le chercheur, l'anthropologue, l'historien et une bribe de polémisme, mais ça n'a pas été le trait le plus saillant. Ce que je sentais monter en moi à la fin, plus que le polémiste, c'était un soupçon d'esprit religieux. Écoutez, ça sera pour votre conversion, on vous réinvitera. Dans un esprit de bienveillance universelle. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous et à bientôt.